Bonjour à tous, bienvenue dans En pleine forme, l'émission qui vous aide au quotidien et qui vous donne des conseils de santé grâce aux questions que vous nous envoyez sur www.enpleineforme.net. Pour l'émission d'aujourd'hui, vous allez savoir comment vous blanchir les dents, comment gérer les conflits de famille et enfin, se faire opérer sous hypnose, est-ce que c'est possible ? Avec moi, 3 experts, le docteur David Gutmann, chirurgien dentiste. Bonjour. Bonjour Myriam. Franck Platzek, spécialiste en hypnose. Bonjour Franck. Et Manuel Kissoun, spécialiste en PNL. Bonjour Manuel. Bonjour Myriam. Comment vous allez ? Très bien, en pleine forme. Super. On va commencer par une question sur le blanchiment des dents. Alors, la question est, j'ai fait un blanchiment chez mon dentiste et pourtant mes dents ne sont pas blanches. Dois-je revoir mon dentiste ? Le syndrome des dents blanches. On veut tous des dents blanches. C'est à la mode. Faites voir vos dents d'ailleurs, Myriam. Oui, non, vous n'avez pas besoin de blanchiment. Mais voilà, tous les... Mais ce n'est pas pour moi, c'est pour la téléspectatrice qui nous a envoyé la question. J'ai bien compris. J'ai bien compris. On ne voit maintenant au cabinet que des patients qui veulent effectivement des dents blanches, des belles dents. Tous les magazines, on voit des dents blanches dans les films, on voit des dents blanches. Partout maintenant, les dents blanches. Il faut bien comprendre déjà qu'une dent, c'est un organe vivant. On ne peut pas blanchir une dent comme ça. Voilà. On ne peut pas, par exemple, mettre un coup de peinture, entre guillemets, un coup de Tipex sur une dent, un matériau spécifique, sans abîmer, sans toucher quand même à l'intégrité de la dent. Il faut déjà comprendre que le blanchiment cabinet n'est pas appelé blanchiment par les praticiens, par les dentistes, mais un éclaircissement dentaire. Ça veut tout dire. Ça veut dire qu'on ne peut pas blanchir une dent naturellement. Voilà. Même avec des produits spécifiques, une dent a sa couleur naturelle. On peut augmenter de quelques tons, de quelques degrés la blancheur de la dent, mais il ne faut pas s'imaginer qu'en appliquant un produit miracle, un produit quelconque, même chez un praticien, même au cabinet, qu'on peut blanchir les dents. Il faut aussi comprendre qu'il y a quelques années, on utilisait certains produits de blanchiment au cabinet. À l'heure actuelle, il y a certaines mesures, certaines normes qui limitent la concentration du produit actif, qui est du peroxyde d'hydrogène. Parce que c'est nocif. Absolument, oui, bien sûr. À forte concentration, le peroxyde d'hydrogène est nocif pour la dent. Ça veut dire que ça va entraîner des sensibilités. Alors effectivement, on va avoir l'impression pendant quelques temps d'avoir une dent plus claire. Le blanchiment, de toute façon, fait par du peroxyde d'hydrogène, par du blanchiment dentaire, ne tient pas des années. Le blanchiment tient quelques semaines, quelques mois. Quand les concentrations de peroxyde d'hydrogène sont trop importantes, comme il y a quelques années, c'est nocif pour la dent, cela entraîne des sensibilités sur la dent. L'émail devient un peu plus poreux. L'émail est attaqué. Les gencives, si on voit sur le modèle qui est ici, on a effectivement la dent qui est représentée en blanc, la gencive qui est représentée en rose. Quand on applique le produit au cabinet, il y a toujours du produit qui va aller au niveau de la gencive. Une quantité trop importante de ce produit de blanchiment du peroxyde d'hydrogène va irriter la gencive. Le patient, après, risque de se retrouver avec des gingivites. Donc c'est pour ça que maintenant, les nouvelles normes limitent la concentration de ce fameux produit à 6%. 6%, ça veut dire que la concentration est plus faible. Donc le blanchiment, l'éclaircissement sera encore plus faible qu'avant. Donc il ne faut pas s'imaginer d'avoir un blanchiment définitif avec un simple blanchiment. Le blanchiment, il y a 2 méthodes pour faire un blanchiment. Soit le patient au cabinet reste une séance et fait un blanchiment justement avec un produit que l'on va appliquer sur les dents pendant 1 heure au cabinet, soit le praticien peut donner ce qu'on appelle des gouttières, donc un peu comme les boxeurs, des gouttières qu'on met en bouche avec un produit à mettre chez soi tous les soirs. Encore une fois, l'important est que le praticien dise bien au patient que le blanchiment ne sera qu'un éclaircissement dentaire. Voilà. Si l'on a des dents jaunes, les dents resteront malheureusement jaunes. Il y a d'autres techniques, comme des facettes, on en reparlera plus tard, qui peuvent augmenter le blanchiment. Un blanchiment, encore une fois, il ne faut pas s'attendre à un miracle avec un blanchiment. Surtout que ça sensibilise les dents. On a un téléspectateur qui est très sensible, notamment lorsqu'il est dans un contexte familial et il a plusieurs conflits avec les membres de sa famille. Il aimerait savoir comment gérer ces conflits grâce à la PNL. La PNL dans le conflit familial. Alors, grand classique. Grand classique parce qu'il y a une notion en PNL qui s'appelle la notion de la carte du monde. La carte du monde, c'est Qu'est-ce que... que c'est ?
En fait, chacun va se construire une vision du monde à partir de son histoire, à partir de son vécu, à partir des filtres, à partir de la manière dont il va capter le monde, va capter les informations. Et il va se construire une carte, une classification interne qui, selon lui, est la meilleure. Et en famille, ce qui se joue très souvent, c'est que comme on est persuadé que notre façon de voir le monde est la bonne, on a envie de l'imposer à l'autre. On l'impose à l'autre, imposer entre guillemets, parce que finalement, celui qui le fait est convaincu que c'est la bonne façon de faire, la bonne façon de voir les choses. Et en face, il ne se rend pas compte qu'en fait, il est en train d'imposer à quelqu'un une autre vision du monde qui n'est effectivement pas la sienne. Donc la PNL va amener une nouvelle façon de faire quelque chose qui paraît étrange au début, qui est difficile à faire, c'est se mettre à la place de l'autre. Et se remettre en question. Et se remettre en question. Et c'est se mettre à la place de l'autre pour en fait accueillir finalement ce qu'on dit à l'autre, ce qu'on cherche à imposer à l'autre, pour se rendre compte qu'en fait la manière de le dire, parfois la manière de dire les choses n'est pas forcément bonne. Et tout bêtement, en prenant le temps de faire ce travail, en prenant le temps de sortir de sa carte du monde pour découvrir un petit peu comment les choses en face peuvent être perçues, on se rend compte que finalement c'est juste un léger problème de communication, un léger problème d'échange. Parce qu'en fait, il n'y a pas une bonne ou une mauvaise façon de voir le monde. Il y a des façons différentes d'avancer, d'évoluer dans le monde. Seulement, on n'a pas ce réflexe. Malheureusement, on est bien dans nos baskets, on est bien dans notre carte du monde. On s'en est toujours sorti jusque-là en fonctionnant comme ça. On se dit, mais pourquoi l'autre ne fait pas comme ça? Et on a envie de l'aider, on a envie de lui dire comment faire. Sauf qu'en fait, parfois, on a envie d'aller trop vite ou encore on a envie de l'amener à voir quelque chose que lui n'a pas forcément envie de voir. Et la PNL va permettre du coup à cette personne en particulier de se rendre compte qu'en fait, la personne en face, parce que c'est lui qui finalement est en demande, va se rendre compte que la personne en face ne lui veut pas forcément de mal, qu'il n'y a pas vraiment une notion de conflit en fait. C'est juste un problème de communication, de partage. Donc la PNL va amener cette notion, cette nouvelle vision du monde, et ça va permettre aussi du coup d'élargir notre vision, d'élargir notre carte du monde. En gros, si on prend deux générations différentes qui, effectivement, il y a une génération qui, à l'époque, a fonctionné d'une certaine façon et voudrait imposer à une génération de 2010-2012 cette même façon d'agir, ça reviendrait au même de vouloir visiter Paris avec une carte des années 60. Du coup, se rendre compte qu'en fait, la personne en face, même si c'est une autre génération, a une bonne raison, une intention positive dans sa manière de faire. Et ça permet d'atténuer le conflit. Est-ce que les conflits se terminent mal parfois? Un conflit se termine... Un conflit, c'est quoi? Un conflit, c'est percevoir chez l'autre une attaque qui n'est pas forcément personnelle. Un conflit, c'est penser que l'autre nous veut du mal. Et on va aller jouer sur une autre notion de la PNL qui est l'intention positive. Alors, la PNL amène une notion, un présupposé qui est que derrière tout comportement, il y a une intention positive. Cette intention positive est pour la personne qui agit, malheureusement. Elle n'est pas forcément bénéfique pour la personne en face, mais le fait de comprendre que l'autre en face a agi parce que pour lui, c'était une bonne chose, permet d'atténuer un conflit. Donc finalement, si effectivement on prend ce temps de se mettre à la place de l'autre, de découvrir quelle était la motivation profonde de la personne vis-à-vis de nous, finalement, le conflit n'existe plus. Alors, si le conflit se termine vraiment mal, en bagarre générale dans votre famille, peut-être qu'il faudra aller se faire opérer. Et dans ce cas, peut-être que l'hypnose peut nous aider. L'hypnose et la douleur, l'hypnose et l'anesthésie, c'est une longue histoire, puisqu'en fait, ça fait très peu de temps qu'on utilise des médicaments pour anesthésier, pour faire de la chirurgie, ou pour atténuer la douleur, parce que c'est qu'en 1848 que le chloroforme est arrivé. Avant, c'était sous hypnose. C'était une hypnose qui était un petit peu différente de celle d'aujourd'hui, plutôt de l'hypnose directive. C'était sous hypnose qu'on faisait des anesthésies. Aujourd'hui, l'hypnose est utilisée beaucoup plus couramment, beaucoup plus facilement. Alors, on utilise plutôt de l'hypnose ericksonienne, et que ce soit pour les enfants ou que ce soit pour les adultes. Le concept est simple à comprendre. On a notre conscient d'un côté, notre inconscient de l'autre. Et puis, le principe, c'est qu'on va, encore une fois, occuper le conscient, on va mettre dans un état d'hyper-attention à autre chose que la douleur, à autre chose que l'opération, à autre chose que ce qui se passe. L'exemple, c'est simple, un petit enfant qui tombe, et puis qui s'écorche le genou, qui pleure, et puis il suffit qu'on sorte une glace, on va mobiliser son attention pour autre chose. Nous-mêmes, ça nous arrive de nous couper, de nous blesser, et ça n'est que lorsque l'on voit du sang, lorsqu'on s'aperçoit qu'il y a une plaie, qu'on se dit, aïe, ça nous est tous arrivé à un moment, quoi.
Donc après, pratiquement, c'est l'établissement du rapport qui est important pour pouvoir avoir cette interaction, pour pouvoir mettre en place ce système de confiance, pour justement rentrer dans cette hypnose aussi. Ça, c'est important. Après, on trouve l'anesthésie pour la douleur aux urgences, que ce soit pour les adultes, que ce soit pour les enfants. L'hypnose est de plus en plus utilisée à De l'hôpital. plus en plus utilisée. Certaines fois, ce sont des médecins anesthésistes qui sont hypnothérapeutes. D'autres fois, c'est des hypnothérapeutes qui assistent à des médecins. Souvent, une médication est préparée avant, on ne sait jamais, ou même légère. Le fait est que l'état hypnotique amène au niveau du cerveau le même état qu'une médication, sans en avoir les inconvénients. Et aussi, on peut bénéficier d'une récupération meilleure, accrue. Et c'est ça qui est très intéressant aujourd'hui. Et puis bon, c'est vrai que c'est moins coûteux aussi. Donc Mais l'hypnose peut remplacer totalement l'anesthésie générale ? On peut le faire, oui, on le fait. Et ça se fait ? Ça existe même pour de la chirurgie esthétique aussi. Hein, des visages, donc ça peut aller très très loin, quoi. Vous l'avez déjà fait, vous ? Personnellement, pas pour la chirurgie esthétique. Mais des bobos, bien sûr, oui. Des techniques, des conseils à donner pour toujours le se rapport. détourner de la On va douleur. occuper pour un enfant qui s'est blessé, qui s'est coupé un doigt, qui s'est cassé un bras, qui s'est tordu une cheville. On va lui raconter une histoire. Et des fois, quand c'est aux urgences, on a quelques secondes pour capter l'attention. Quelquefois, il a un doudou, donc on va lui raconter l'histoire de son doudou. On va bien l'amener à se focaliser sur l'histoire de son doudou. Sur peut-être il a un cheval sur un t-shirt ou quelque chose de particulier. On va repérer le détail qui va faire qu'il connaît ce détail à ce moment-là. Et on va pouvoir l'amplifier, raconter une histoire, l'emmener sur une autre voie. Bien sûr, après, c'est toutes les techniques hypnotiques particulières qui permettent justement donc d'éliminer la douleur et de donner une anesthésie. Alors Franck, je vais vous demander d'hypnotiser nos téléspectateurs pour qu'ils nous restent fidèles et qu'ils nous retrouvent pour la prochaine émission. Alors n'hésitez pas à les hypnotiser aussi pour qu'ils nous envoient des questions sur www.enpleineforme.net. J'attends ça avec impatience. Je vous retrouve très vite pour répondre à vos questions. À très bientôt. Au revoir.